Puis j'ai fait l'expérience que la vie est vraiment comme un clin d'œil. Ça fait boum et c'est fini. Tu connais cette sensation quand tu te lèves le matin et que tu as rêvé et tu te dis encore: OK, c'était un rêve de fou. Tu vas te brosser les dents et le rêve, boum, envolé. Je suppose que ce sera pareil avec notre vie. Toute la vie nous semblera n'être qu'un clin d'œil. Donc toutes nos préoccupations, nos peurs, tout, boum, envolé, c'est tout. Ça a aussi changé quelque chose en moi, me dire: OK, je suis vraiment ici maintenant. Laisse-moi accueillir tout ce qui est là. Tout vient, tout part. Je peux lutter contre cela, mais cela ne crée que douleur et souffrance. Laisse-moi embrasser l'existence et dire oui à ce miracle. C'est un incroyable mystère où nous avons atterri et été entraînés dans cette vie. Allez, c'est déjà le plus grand voyage. Je pense que Friedrich Merz, Ursula von der Leyen, Trump, Netanyahou, Musk, toutes ces personnalités ont connu une rupture marquante dans leur biographie. Ils ne sont pas connectés à leur intériorité, ce qui explique en partie leur comportement destructeur extérieur. Beaucoup de gens nous observent, Patrick, ils disent: je traverse une crise financière, tu as parlé de spiritualité, ces concepts passent complètement à côté de ma dure réalité. À quoi ressemble le premier pas vers l'abondance intérieure? Mes chers amis, un petit coup d'œil aux chiffres bruts. 81% regardent sans s'être abonnés à la chaîne. Si vous soutenez ce travail et souhaitez que nous continuions à poser les questions qui dérangent et à inviter des invités de haut niveau pour des discussions franches, cliquez maintenant sur s'abonner. Cela ne te coûte qu'un clic et cela nous aide énormément. Merci pour ton soutien et passons directement à notre invité du jour. Patrick, c'est un grand honneur de parler avec toi. Je suis ravi que tu sois là aujourd'hui. Simon, bonjour. Je suis ravi d'être ici. Patrick, entrons directement dans le vif du sujet. Nous avons des guerres partout, nous avons de l'injustice partout, nous avons partout des mensonges éhontés des médias, de la politique et maintenant même de l'Église. Comment fais-tu pour rester centré quand le monde semble complètement devenir fou? Oui, tu exprimes parfaitement ce que je ressens. On a vraiment le sentiment de vivre le plus grand changement de l'histoire humaine. Comment puis-je rester calme? Je crois que nous avons tous en nous un niveau qui, peu importe ce qui se passe en surface ou la force avec laquelle les vagues frappent les rochers, reste calme. Je dirais que c'est notre centre ou notre essence. Plus je suis connecté à cette essence, c'est comme un arbre qui a ses racines profondément ancrées dans le sol, dans les fondations. Cet arbre reste stable même dans la plus grande tempête. Il est solide. Peut-être qu'il vacille un peu de gauche à droite et qu'il est secoué, oui. Mais les racines font en sorte qu'il reste du calme dans l'essence. Grâce à cela, j'ai eu la chance ces dernières années de faire beaucoup de travail intérieur, ce qui m'a permis d'être plus connecté à cette essence, ce que je décris comme l'essence. La base, c'est toujours calme, même si c'est très bruyant en surface. Cela me donne une base solide et de la confiance. Beaucoup de confiance vient aussi de cette essence. As-tu l'impression que les gens courent dans la vie comme des poules affolées? J'ai récemment parlé au professeur Spitz, que tu avais déjà reçu dans ton podcast. Près de 90% des Allemands semblent être épuisés, vraiment absolument à la limite un burn-out collectif. Oui, je le ressens aussi comme ça. C'est toujours difficile parce qu'il existe différentes études, mais on peut déjà voir des études qui montrent clairement que les gens se sentent plus seuls, alors que la technologie devrait nous connecter. Probablement aussi à cause de la disruption technologique, à cause de toute la numérisation. Nous constatons évidemment aussi que des certitudes apparentes s'effondrent. Je n'ai pas besoin de te l'expliquer ni à tes auditeurs. Tu as beaucoup de gens d'Allemagne. J'habite en Suisse. Mais j'ai aussi affaire à beaucoup de personnes d'Allemagne et d'Autriche, et je vois aussi ce qui s'y passe. Il semble que des sécurités apparentes disparaissent lentement. Non seulement en Allemagne et en Europe, mais on le voit dans le monde entier, il y a des changements géopolitiques, et que les anciens ordres, qui nous donnaient d'une certaine manière une forme de sécurité, ne sont plus vraiment sûrs. Il y a des fissures dans tout le système. Je crois que nous, les humains, le ressentons aussi. Ou bien nous avons déjà une boussole en nous et certaines personnes la sentent plus, d'autres moins, mais nous l'avons tous. Nous le remarquons avec toutes les crises que nous traversons. Ce sont justement les nombreuses personnes qui quittent leur pays, la vague migratoire. Nous avons bien sûr aussi l'économie qui ne me paraît pas très saine si l'on y regarde de plus près. Nous avons aussi une crise de sens.
Je crois que beaucoup de gens ne savent pas vraiment pourquoi ils se lèvent le matin. C'est ça le problème. Simultanément, une polarisation se produit. Je trouve ta chaîne précieuse car tu donnes régulièrement la parole à des voix différentes hors du courant dominant. Là, tu le vois très clairement que nous avons, par exemple, la vaccination, la Russie-Ukraine, par exemple. Je pourrais en citer 1000. Tous ces débats sur le genre, etc. Là, tu vois qu'il y a une polarisation extrême, que des gens parfois n'arrivent même plus à se retrouver avec leurs propres membres de famille ou amis. C'est simplement quelque chose qui nous pèse. Cela nous rend malades mentalement, physiquement, émotionnellement, et c'est un grand défi pour nous, les humains. Actuellement, c'est certain. Début avril, je me suis aussi promené partout comme un fou parce que dans ma vie privée, la pièce du puzzle qu'est le sens de la vie, s'est effondrée pour moi. Ensuite, j'étais en Espagne et je me suis dit, je m'en fiche complètement si le prix à Hormuz monte à 100 euros ou si Donald Trump déclenche une bombe atomique, parce que j'étais tout simplement complètement au bout du rouleau. J'étais à la plage, j'ai retiré mes chaussures et marché des heures le long du rivage. J'étais dans la nature. La nature est notre plus grand maître. Nous avons besoin de la terre, nous avons besoin du contact et de tous ces superlatifs qui nous tombent dessus 150 fois par jour. J'ai mis tout ça de côté 2 semaines et, miracle biologique, je me sentais bien mieux. J'étais à nouveau en phase avec moi-même. Quand je regarde autour de moi, je vois des gens courir partout comme des poules affolées. Personne n'a vraiment de boussole de valeur. Je trouve que c'est vraiment une génération qu'on est en train de cultiver. C'est en quelque sorte une aubaine, ou plutôt de la chair à canon trouvée pour un front quelconque, qui après-demain sera peut-être quelque part en Europe. Sans ce sens dans la vie, ni savoir qui est au-dessus de toi, tu as vraiment un problème ici et maintenant, car tout est orchestré d'une certaine façon. Tu es censé parcourir le monde avec ce système nerveux affolé. Tu dois être surstimulé. Tu dois prendre des décisions financières et mentales dictées par la peur. Je pense qu'on peut en choisir une partie, comme tu viens de le décrire correctement. C'est vraiment aujourd'hui le super pouvoir. C'est un super pouvoir. C'est ça. Oui, c'est super important, tu l'as mentionné. Il y a des forces qui luttent pour la suprématie. Oui, il y a différents groupes d'intérêts et différentes visions du monde qui veulent imposer leurs propres intérêts. On le voit partout dans le monde. Que ces différents réseaux ou champs de pouvoir s'entrechoquent, c'est bien ça? Je dois te donner raison. Il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas à ce que nous devenions plus éveillés, que nous revenions davantage à nous-mêmes, que nous soyons dans notre force. Malheureusement, c'est vraiment le cas. J'ai longtemps refusé de le croire parce qu'il y avait aussi une part de moi qui était très naïve. Je me disais, non, il n'y a pas de gens qui veulent vraiment utiliser leur pouvoir pour réprimer notre propre force. Mais entre-temps, j'ai vu beaucoup de choses, aussi grâce à mon réseau avec lequel je suis connecté dans le monde entier. Malheureusement, c'est vraiment évident, c'est plus qu'évident. Parlons de ton livre Riche Bouddha. J'ai dû m'arrêter. Pour beaucoup, ces deux mots semblent incompatibles au premier abord. À quel moment as-tu compris que paix intérieure et richesse extérieure ne devaient pas s'opposer? Oui, absolument. Le livre Rich Buddha est un livre dans lequel je réunis ces opposés apparents parce que je crois que c'est justement de ces contradictions qu'il s'agit. Si on divise grossièrement toute la scène en deux parties, il y a bien sûr ces personnes qui disent: «Je m'intéresse beaucoup à la spiritualité, je suis intéressé par des contacts plus profonds, je veux dépasser et transcender mon ego». Mais la plupart du temps, les personnes qui sont dans ces domaines, dans ces communautés qui apportent du succès et de l'argent, diabolisent tout cela. Mais en réalité, c'est vraiment dommage. Des personnes qui ont peut-être une intelligence spirituelle très élevée et qui sont ainsi connectées à leur force et à leur amour pourraient alors aussi changer beaucoup de choses. Imagine ce qui se passerait si de telles personnes qui vont au fond des choses se sentaient connectées. Ils dirigent des entreprises, occupent des postes en politique, là où de vrais changements peuvent avoir lieu. Politique d'entreprise. Je considère cela comme des cas qui peuvent déjà changer quelque chose. Si tu es alors au bon endroit stratégique et que tu as le bon réseau derrière toi, je pense qu'on pourrait changer beaucoup de choses. Et dès demain, vivre déjà dans un monde plus paisible, plus amical, plus inclusif, où tout le monde se sent mieux et où personne n'est trompé par la peur. De l'autre côté, nous avons ces entrepreneurs super performants qui ne comprennent rien à la spiritualité.
Ils disent: «Tout ça, c'est du charabia». Ils ne veulent rien savoir de la méditation et tout ça. Et de toute façon, si je commence à méditer maintenant, il se peut que je perde ma motivation, que je reste juste assis là sans être motivé. Il y a aussi un rejet de cela là-bas. C'est dommage parce que je connais beaucoup de bons entrepreneurs et aussi des entrepreneuses, mais il leur manque un contact plus profond avec eux-mêmes. Du coup, ils sont souvent stressés, tendus et prennent alors souvent des décisions qui ne changent rien. Ils sont très axés sur le profit, ce qui n'est pas grave non plus. Mais après, que se passe-t-il? Et si elles s'ouvraient un peu plus, devenaient un peu plus souples? Si elles étaient plus connectées à la source? Alors, elles pourraient à nouveau changer quelque chose. Que ce ne soit pas seulement le profit qui soit au premier plan, mais la valeur ajoutée qui peut être créée pour une société, pour une nation. Land für uns Menschen. Ne pas stresser, changement et entrepreneuriat vont ensemble. L'entraide est essentielle et les deux sont toujours liés. Cette division et polarisation ne sont pas nécessaires, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Je voulais rassembler tout cela. Je voulais réunir le développement de la conscience, l'entrepreneuriat, l'IA, la géopolitique, le système nerveux, les traumatismes, le travail, l'argent, l'économie. Je voulais vraiment intégrer tout cela parce que tout est indissociablement lié. Je partage totalement ton avis, Patrick. Pour moi, c'est la définition de la responsabilité individuelle. Tu mentionnes le besoin de reconnaissance de nombreux politiciens, et je le pense aussi. Friedrich Merz, Ursula von der Leyen, Trump, Netanyahu, Elon Musk. Toutes ces personnalités publiques ont une rupture marquante dans leur biographie et ne sont pas connectées à leur part intérieure. C'est aussi pour cela qu'ils sont d'une certaine manière destructeurs à l'extérieur. Exactement. Maintenant, beaucoup de gens nous regardent et disent: je suis en pleine crise financière. Des concepts spirituels, on vient d'en parler, ils passent complètement à côté de ma dure réalité. À quoi ressemble la première étape vers l'abondance intérieure? Donne-nous un exemple concret. Comprendre que ma vie ne coule pas dans certains domaines, comme les finances, est essentiel. Je fais souvent face à des crises financières dans l'entreprise et c'est pareil dans mes relations, notamment avec ma partenaire. Ou bien j'ai une crise financière et des concepts spirituels me remettent sur la bonne voie. Ça fait déjà 3 ans que je me dis, je veux quitter mon travail, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Ou un autre exemple, je veux lancer un projet. Peut-être que je le lance et qu'il s'effondre à un moment donné, et là je peux reconnaître un schéma, ou bien je ne passe même pas à l'action. Tout cela peut être des schémas particuliers. Nous connaissons tout ça, toi, moi, nous tous. Là où la vie ne coule pas vraiment, où le passé se répète davantage dans le présent, et où rien de nouveau ne peut arriver, c'est, je vais l'appeler métaphoriquement, un très beau signe de la vie qui nous invite à explorer ce sujet plus en profondeur. Mais je ne peux pas explorer cela seulement en surface, donc dans ce que je vois. Nous essayons alors de changer beaucoup de choses à l'extérieur. Mais je dois comprendre qu'il existe en moi des mécanismes, dans mon subconscient, dans mon système nerveux, qui influencent mon comportement, ma façon de penser et aussi mon paysage émotionnel. Cela crée à son tour les symptômes dans le monde que j'aimerais changer. Alors, pour donner un exemple, quand tu es au cinéma, tu aimes le cinéma ou tu préfères Netflix, les bons films, tu aimes les bons films? En fait, après presque 3 ans, je suis récemment retourné au cinéma et j'ai regardé le film sur Michael Jackson. Ah, J'ai vraiment été touché. J'avais envie de danser tout de suite. C'était tellement émouvant. J'ai pleuré à de nombreux moments. C'était un voyage spirituel, simplement retourner au cinéma, se laisser aller pendant 2 heures sans regarder son téléphone et découvrir la biographie d'une personne qui a peut-être aussi été mal interprétée ou mal représentée par les médias. Ça m'a vraiment bouleversé émotionnellement. Je suis sorti et je me suis tout de suite procuré un carnet de journaling. Je me suis aussi acheté un très bon stylo et j'ai commencé à écrire. C'était vraiment quelque chose de très, très agréable. merci, j'adore ce que tu dis. J'adore Michael Jackson, j'étais fan enfant, un artiste merveilleux, incroyable. Maintenant, il y a 2 choses. Quand je regarde un film, personne n'aurait l'idée, si le film ne te plaît pas, d'aller toucher à la télévision ou de gratter l'écran au cinéma en disant: «Je veux changer le film». Ce n'est pas possible. Bien sûr, c'est logique. Pourquoi faisons-nous cela avec notre vie? C'est ce que nous essayons de faire.
Si je veux changer le film, je dois comprendre comment le film est construit. Quand un réalisateur est assis au cinéma, il voit exactement comment le fil conducteur de ce film, la dramaturgie, est construit. Quand la musique commence-t-elle? Quelle perspective de caméra? Quel rôle chaque personnage joue-t-il? Quel personnage? Comment la lumière est-elle réglée? Tout cela. Si je le sais, si je connais le scénario, alors je dois revenir au scénario. Je dois donc changer cela puis reproduire le film. Je le modifie, bien sûr, mais pas en essayant de gratter, de bricoler et de chipoter comme ça. C'est exactement pareil dans la vie. On essaie souvent de changer les symptômes, mais je ne me rends pas compte de ce qui, en moi, crée ces symptômes. Tu viens de nous donner un bel exemple. Le film sur Michael Jackson t'a beaucoup touché. Là aussi, cela a ouvert beaucoup de choses en toi, cela t'a beaucoup touché. Et ça aussi, c'est de l'or très précieux si tu sais où regarder. Alors tu peux en retirer beaucoup pour toi parce que tout ce qui te touche ne te touche que parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'est peut-être pas encore complètement intégré dans ta vie. Je vais donner un exemple. Qu'est-ce qui t'a touché dans le film? Qu'est-ce qui t'a enthousiasmé? Y a-t-il quelque chose qui t'a enthousiasmé chez Michael Jackson lui-même ou dans l'histoire? En fait, il y avait beaucoup d'aspects. J'ai grandi avec Michael Jackson. Ensuite, j'ai eu le sentiment que Michael Jackson a été complètement mal représenté dans les médias. J'ai eu le sentiment qu'il y avait là un véritable être humain qui défendait simplement le bien, qui voulait rassembler les gens, mais qui, à l'extérieur, n'a pas du tout été reconnu. Ça m'a vraiment bouleversé, aussi à cause de son père. J'ai aussi grandi dans un foyer où il y avait de la violence domestique. J'ai vraiment ressenti ça très fort, qu'il n'était pas vraiment reconnu non plus par ses frères et sœurs. Il y avait tellement d'aspects. Je trouve que Michael Jackson est l'un des plus grands artistes. Il canalisait, les choses lui venaient. Il y a vraiment tellement de choses qui sont abordées d'une manière ou d'une autre, qu'il a vraiment tout écrit, tout manifesté, qu'il a toujours ramené tout ça dans son univers. C'est toujours comme ça qu'il s'est aussi sacrifié pour sa famille. C'était vraiment, enfin, c'était, il a aussi été en quelque sorte instrumentalisé par tous les intérêts qui l'entouraient, mais j'avais cette véritable essence. Elle m'a touché. Je me suis dit, waouh, d'une certaine façon, je suis aussi un petit Michael Jackson et j'essaie sincèrement d'assembler les pièces du puzzle. Je souhaite simplement intégrer toutes mes facettes et vivre la version la plus authentique de moi-même. Exactement. J'aime ce que tu le dis si bien, tu le vois justement parce que cette authenticité est aussi en toi, celle que tu as vue en lui. C'est ça qui t'a touché. Ou aussi cette force qu'il avait d'apporter des choses dans le monde, de changer quelque chose. Je peux voir ça aussi en toi. Quand tu me racontes ça, je vois à quel point tu es passionné. Ça veut dire qu'en regardant le film, un potentiel s'est éveillé en toi. Apparemment, tu es capable de le reconnaître aussi. Tu prends ça au sérieux, tu t'assois, tu écris. C'est exactement comme ça que ça doit être, parce que maintenant, il s'agit de reconnaître ce qui a été activé par le film et ce que tu as vu, de travailler avec ça et de l'intégrer petit à petit dans ta vie. Donc tu fais exactement ce qu'il faut. Mais pour ça, je dois connaître ce qui ne fonctionne pas pour moi personnellement et ce qui me touche et me bouleverse d'une certaine manière, mais aussi ce qui m'attire fortement et me touche profondément quand je regarde des films. Si je sais comment entrer plus profondément en contact avec ça, avec les sensations corporelles, avec mon paysage émotionnel, si j'apprends comment je peux toujours me percevoir à un niveau de perception plus élevé, alors imagine qu'il y a une image et maintenant tu fais un zoom avant et tu vois 2 personnes en arrière-plan et à un moment donné, les personnes sont très proches, puis tu continues à zoomer jusqu'à l'œil et encore plus près, jusqu'à l'iris, aussi loin jusqu'à voir tous les pixels. Métaphoriquement parlant, une partie importante de la clarté intégrale, c'est que nous voyons des idées très importantes et que nous apprenons à nous percevoir nous-mêmes avec une résolution toujours plus élevée. Nous sommes un système très complexe et multidimensionnel fait de chair, de corps, d'une expérience physique, des mouvements émotionnels, des processus mentaux, mais il y a aussi comme une présence silencieuse et témoin, une conscience, qui est encore une couche plus profonde, une couche qui témoigne des sensations corporelles, des mouvements émotionnels, des processus mentaux et qui en même temps les contient, les imprègne et les transcende. Je veux juste dire, nous sommes très complexes, mais la plupart ne le voient pas.
Pourquoi ne s'en rendent-ils pas compte? Parce que l'attention est constamment dirigée vers l'extérieur ou bien ils sont souvent occupés et se perdent dans leurs propres pensées. Par exemple, ils vont dans un restaurant ou dans un club et ils se demandent: «Comment vais-je être perçu ici? Ma coiffure, ça va? Est-ce que je dis ce qu'il faut? Que pense Simon de moi? Puis-je vraiment dire ça?» Beaucoup de gens nous observent et se demandent peut-être: «Patrick, c'est qui ce gars bizarre?» Si je passe tout mon temps à me préoccuper de ce que les autres pourraient penser de moi, alors je ne suis pas vraiment connecté à moi-même ni à ce qui est là. Pourtant, notre corps et notre esprit forment un système, vraiment un espace de résonance qui m'accompagne tout au long de mon voyage à travers le monde. Le monde m'informe en fait en permanence. C'est-à-dire, quelque chose entre dans ma perception et ensuite il y a une information. Formation. Qu'est-ce que cela signifie? Quand je te perçois, Simon, tu m'informes. Parce que tu n'existes pas seulement ici, en dehors de moi, sur l'ordinateur portable, mais tu existes aussi, quand je te perçois, dans la perception. Dans mon système nerveux, dans mon cerveau sous forme d'ondes cérébrales, quand je m'ouvre complètement à toi et que je ne fais pas que te regarder, que je ne te perçois pas seulement avec ma tête, mais avec tout mon corps, avec tout mon système nerveux, alors je ressens maintenant, il y a une joie. Je ressens aussi qu'il y a une attirance. Je ressens une attirance pour quelqu'un qui fait du bon travail et qui, manifestement, comme je viens de l'apprendre, partage aussi des valeurs communes. Et ça fait du bien en ce moment. Et ce lien, la pierre angulaire d'une relation, je te perçois et je perçois comment tu me perçois, puis nous nous retrouvons dans la perception. C'est ça l'intimité. Oui, je te ressens. Je sens la façon dont tu me ressens et c'est là que nous nous rencontrons. Je me sens connecté, puis nous échangeons et nous informons mutuellement. Information signifie qu'une joie naît. C'est aussi une forme émotionnelle. Il se crée une ouverture dans mon corps. C'est aussi une forme. Peut-être que des pensées, des images de toi apparaissent. L'information est aussi une forme dans l'esprit. Plus je peux percevoir cela, plus j'en apprends sur moi-même, sur le monde. Et plus j'ai d'informations à ma disposition, plus je sais ce dont j'ai besoin dans la vie et ce dont je n'ai pas besoin, ou ce que je dois faire et comment je dois décider, ce qui a de la valeur pour moi. Alors c'est plus comme si je me sentais porté par la vie et la vie devient comme un fleuve. Les choses qui étaient floues deviennent soudainement claires. Je comprends mieux pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas dans ma vie, ce qui me permet de commencer à les changer. Rien qu'en commençant à prendre conscience de tout cela, à le voir, à le reconnaître. C'est pourquoi c'est l'étape la plus importante. Voilà une longue réponse à une courte question. Désolé pour cela, mais l'important, c'est que je puisse percevoir de plus en plus profondément moi-même et ces différentes couches dans lesquelles j'existe. Ma perception et mon intensité doivent s'élargir, de moi-même, mais aussi de l'espace intersubjectif, de ce qui existe entre nous aussi. C'est tellement précieux pour ma vie. C'est le numéro un, la première étape. À partir de là, on continue. Je vais essayer de simplifier au maximum. Il ne s'agit pas de s'inonder de plus d'informations, mais simplement de s'accorder un moment de silence et de se rappeler qui l'on est vraiment. Bien sûr, c'est résumé de façon très simpliste, mais c'est exactement de cela qu'il s'agit ici, parce que nous essayons sans cesse de nous redéfinir d'une manière ou d'une autre, mais nous sommes déjà quelqu'un quand nous venons au monde. Je crois que quand on a des enfants, moi j'ai une fille de 4 ans et demi, la plus grande leçon c'est toujours être, pas parler. Juste être, tout simplement. Donner l'exemple, car avec tout ce bavardage, les enfants finissent par avoir une otite puisqu'ils n'écoutent pas vraiment de la journée. Dans ce cas, il suffit simplement d'écouter quand on est vraiment présent, et je crois que c'est là que réside le super pouvoir, ce que tu viens d'ailleurs de très bien décrire. Oui, car c'est ainsi que je repère où je suis blessé, où je suis intérieurement meurtri, et que ces blessures créent des symptômes qui me font tomber dans une boucle dont je n'arrive apparemment plus à sortir. Mais le fait de le remarquer et ensuite de le comprendre plus profondément, c'est justement ce qui permet à cette boucle de se défaire. Et alors, quelque chose de nouveau peut entrer dans ma vie, mais cela n'arrivera pas si je ne le perçois pas avant. Je n'en ai pas conscience. Je ressens bien mon corps, mais je ne perçois pas les mouvements plus profonds. Parfois, je remarque simplement, là, ça me déclenche. Mais les mouvements plus profonds, plus subtils, je ne les perçois même pas parce qu'ils sont comme inconscients. Dans l'obscurité et avec une perception plus intense, les choses deviennent plus claires. Absolument, rendre conscient l'inconscient, sinon tu traverses la vie et tu appelles ça le hasard.
C'est une citation de Carl Gustav Jung, l'une de mes citations préférées. Absolument. J'ai vraiment eu des centaines d'heures de séances psychothérapeutiques dans ma vie, simplement pour comprendre qui je suis exactement. J'ai fait des dizaines de séances psychédéliques partout dans le monde, simplement pour comprendre quelle est mon essence et d'où viennent mes ombres. Je crois qu'à travers ce travail, je suis finalement devenu une personne beaucoup plus réfléchie et meilleure, mais simplement parce que j'ai regardé de plus près et pas seulement fait des choses, mais aussi intégré tout cela d'une certaine manière. Je pense qu'avec l'intégration, on acquiert aussi en quelque sorte de meilleures bases, comme tu l'as décrit tout à l'heure. On sait qui on est vraiment et ensuite on avance dans la vie avec une toute autre confiance en soi. C'est exactement ça, tout à fait. Oui, ça en vaut la peine. Je veux dire, quand tu m'en parles, avec tout ce que tu as traversé, puis le travail intérieur, tu dirais sûrement que ça en a valu 1000 fois la peine, non? N'est-ce pas? 100%, vivre sa vie avec ce sac à dos lourd sur les épaules. Je pourrais m'asseoir ici et jouer complètement la victime. Ce serait accepté et j'aurais beaucoup de soutien. Je pourrais dire victime de violences domestiques. Je pourrais dire que j'ai été renvoyé de l'école. Je pourrais dire que j'avais une moyenne de 4. J'avais beaucoup de raisons, mais à un moment, je me suis dit, je n'ai pas envie de rester à la table des enfants. En fait, je n'ai vraiment pas envie d'être entouré de ces gens qui jouent aussi la carte de la victime. Je prends maintenant ma vie en main, j'assume mes responsabilités, je démissionne de mon travail, je me rends visible. Au final, c'était exactement ça. Il suffit juste d'oser. Je veux dire, la peur est aussi un énorme indicateur dans la vie. Elle parle. Le corps te parle, en fait. Si tu traverses cette peur ou si tu essaies simplement de l'embrasser ou si tu regardes de plus près ce qui se cache derrière, l'univers a un plan tellement plus grand que tout ce que tu pourrais bricoler dans ta tête. Oui, absolument. La peur, elle t'appelle justement à regarder là où il faut, à y aller et ensuite à traverser cette peur. De l'autre côté, le plus grand trésor t'attend. Tu as plusieurs fois évoqué le système nerveux, Patrick. Dis rapidement à nos spectateurs pourquoi un système nerveux régulé est-il la base pour pouvoir accepter une véritable richesse intérieure et extérieure. Oui, parce que si, par exemple, mon système nerveux a connu le manque dans ma réalité auparavant dans ma vie, alors je peux, par exemple, avoir beaucoup de succès. Je peux aussi avoir beaucoup d'argent. Je connais beaucoup de personnes qui n'ont plus jamais besoin de travailler, qui ont énormément d'argent, mais qui ne se sentent quand même pas en sécurité avec cet argent. Donc cela voudrait dire qu'ils ont peur de perdre à nouveau cet argent. Parfois des nuits blanches. Et pourquoi est-ce ainsi? S'ils ont vécu une expérience dans leur vie où ils ne pouvaient pas se sentir en sécurité là où ils étaient. Par exemple, il n'y avait ni père ni mère présents qui étaient disponibles émotionnellement. Peut-être qu'ils étaient là physiquement, mais intérieurement, ils étaient stressés, eux-mêmes perdus, et n'étaient pas bien connectés à eux-mêmes sur le plan émotionnel. Alors, en tant que garçon ou fille, je me retrouve seul, par exemple, face à ma surcharge émotionnelle. Je vais te donner cet exemple. Imagine que tu as une fille merveilleuse. Alors, si elle vient vers toi et dit papa, 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 j'ai peur, je suis sûr que tu ne lui diras pas tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tout va bien, tu n'as pas à avoir peur, tout va bien. Non, parce que si on fait ça, qu'est-ce qui se passe alors? L'enfant arrive et il a déjà peur. Si tu dis maintenant, tu n'as pas besoin d'avoir peur, alors l'enfant est d'abord confus parce que tu donnes à l'enfant une solution mentale à un défi émotionnel. L'enfant pense, hein, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Je ressens de la peur, mais la personne qui s'occupe de moi me renvoie à l'idée que je ne devrais même pas ressentir cette peur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ça veut dire que d'abord, je ne suis pas du tout orienté émotionnellement, je suis désorienté. Je ne me comprends pas. Je pense qu'il y a un problème, que je ne devrais pas ressentir cela, alors j'essaie de le réprimer. C'est une possibilité. Autre option, quand ton enfant vient et dit papa, j'ai peur. Et tu lui dis alors d'accord, oui, je sais, je ressens ta peur. Je vois que tu as peur. Tu établis un contact, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je te ressens. Je ressens comment tu me ressens. Nous nous retrouvons dans la peur, puis j'établis un contact physique. Ensuite, je demande et qu'est-ce qui se passe? Regardons ce qui se passe. Qu'est-ce qui te fait peur? Où ressens-tu peut-être la peur? Et à ce moment-là, l'enfant apprend qu'il n'y a aucun problème avec la peur, que tout va bien avec ça. La peur est un petit mouvement émotionnel qui vient et repart et il apprend à contenir la peur.
Il a, pour ainsi dire, dans son système nerveux, la capacité de contenir, comme cette tasse. Si je verse beaucoup de thé dedans et que la tasse n'est pas assez grande, alors l'eau déborde. Si on agrandit la tasse, alors je peux y verser beaucoup plus de thé. Si la tasse est agrandie à la taille d'un terrain de football, des millions de litres d'eau peuvent y entrer. Ce n'est pas un problème si elle a assez de capacité pour contenir l'eau. Et cette capacité, ce fondement se construit déjà pendant l'enfance ou commence à se fissurer, comme je l'ai dit dans cet exemple. Donc, si je n'ai pas cette stabilité, si je suis submergé par la peur, l'impuissance, la honte, la tristesse, peu importe ce que c'est, par le sentiment d'être démuni, mais qu'il n'y a personne pour aller à cet endroit avec moi, pour me montrer, hé, tout va bien. Quelqu'un qui régule mon système nerveux avec moi, alors quelque chose s'imprime en moi. Et alors, il se peut que je gagne beaucoup d'argent pendant 20, 30, 40 ans, peut-être même que j'ai gagné cet argent à cause d'un manque, mais ensuite je me rends compte que ça peut arriver, et c'est très bien ainsi. Mais si je ne me rends pas compte que je dois travailler plus en profondeur sur le système nerveux, pour que je puisse enfin trouver la paix et ressentir la paix, la joie que j'espérais, en pensant que l'argent me donnerait cette joie et aussi cette sécurité. Alors je suis pris dans un cercle vicieux, ensuite je n'arrive pas à dormir la nuit. C'est un exemple qui montre pourquoi c'est important, cette capacité et le système nerveux. Et bien sûr, cela s'applique aussi aux personnes qui aimeraient démissionner de leur travail. Il se peut qu'il n'y ait pas assez de sécurité non plus au niveau du système nerveux. Il se peut aussi que ce soit une surréaction, que le système nerveux soit très activé. Dans ce cas, je n'arrive pas non plus à me calmer. Il se peut que parfois, dans les relations, quand ça devient un peu plus intime, mon système nerveux se fige. Alors je ressens une distance. Je ne me sens plus vraiment moi-même et la vie, aussi colorée qu'elle puisse être, ne l'est plus du tout. Elle devient noir et blanc. J'ai souvent des personnes autour de moi qui souhaitent ressentir plus de vitalité. Ils se sentent un peu engourdis. C'est comme si je traversais le monde avec une sorte de préservatif intégral sur tout le corps et que je vivais le monde à travers ce préservatif. Ce n'est pas agréable. Je connais ça moi-même, ça m'est arrivé dans le passé. Il y a eu une période comme ça, c'est là que commence la dépression, quand je ne ressens plus la vie, quand je ne sens plus rien, quand je suis à ce point déconnecté. Cela a aussi beaucoup à voir avec le système nerveux. C'est pourquoi j'ai besoin d'un système nerveux sain et régulé, parce que c'est ce qui me donne la capacité de supporter à nouveau la vitalité. Chaque émotion, que ce soit la joie, la peur, l'amour, la paix, l'impuissance, si je dis vouloir tout ressentir, et je le prends. Ça coule, je le sens, c'est vivant et en même temps, j'ai assez de capacité pour pouvoir le supporter. Alors la vie, je crois, devient très riche à un certain niveau. Elle devient alors riche, vraiment riche. Et quand cela manque, alors mon système nerveux peut aussi me rendre pauvre. C'est une pauvreté que je ne vois pas sur mon compte en banque, mais que je ressens. Et peut-être que je ne sais même pas d'où elle vient. Quelles sont tes astuces pour réinitialiser le système nerveux, pour te détendre? Pour moi, par exemple, c'est parfois de me faire masser, donc d'aller me faire masser. Parfois, j'ai 3 ou 4 interviews d'affilée et je suis alors complètement tendu, par exemple. Ensuite, je vais au sauna ici. Massage TCM, elle appuie alors sur certains points. En général, je m'endors tout de suite et après 60 minutes, j'ai l'impression de voir le monde avec un regard neuf. Je fais ça assez souvent. Ensuite, comme je l'ai décrit tout à l'heure, pour m'ancrer, j'enlève simplement mes chaussures. Quand on passe toute la journée devant l'ordinateur portable, on est plein d'ions positifs, mais quand tu es dans la nature, ce sont des ions négatifs. Là, le système nerveux se réinitialise immédiatement. Quelles sont les astuces qu'on peut appliquer tout de suite? Oui, j'adore la nature. Je suis aussi en pleine nature en ce moment. Je reviens d'une retraite de 5 jours avec le département Zell. C'est tout simplement chaque fois très revitalisant quand tu es à 1800 mètres dans les montagnes. L'air, les sapins dehors, le soleil sur la peau, les lacs. Donc vraiment, il suffit d'aller dans la nature. Ah, la nature est tellement guérisseuse, mais aussi le silence, entrer dans le silence, la méditation, pour les personnes qui ont du mal à rester assises en silence ou à prendre du temps pour la méditation, je dirais, la méditation est d'autant plus importante pour toi, elle est d'autant plus importante pour toi. Mais il existe aussi la méditation active. Nous travaillons parfois aussi avec le corps en mouvement, avec de la musique. Tu peux tapoter le corps, revenir dans le corps, la musique peut être intéressante,
Je travaille aussi avec des séances de sauna, avec la chaleur, avec le froid. Tout ce qui ramène dans le corps, c'est régulateur. Et puis, pour moi, ce qui est aussi très important, c'est le contact avec des personnes en qui tu as confiance, où tu peux laisser transparaître ce que tu as en toi et où il y a aussi des gens qui peuvent t'accueillir cela en eux. Ce n'est pas toujours si facile parce que peut-être que mes amis ne sont pas des thérapeutes ou des coachs ou ne comprennent pas vraiment la régulation du système nerveux. Mais si j'ai une partenaire ou des amis qui ont beaucoup de compassion, alors le contact et le partage peuvent créer une connexion qui régule à nouveau mon système nerveux. S'il y a maintenant des structures plus profondes dans mon système nerveux qui créent sans cesse ces schémas, que le passé se répète dans le présent et qu'aucun nouvel avenir ne peut advenir. Là, ça a du sens, comme tu l'as fait aussi, de chercher quelqu'un pour t'accompagner de façon thérapeutique, des retraites, pour faire ce travail intérieur. Ça a aussi complètement changé ma vie ces dernières années, parce que je dois le dire, même si on n'aime pas l'entendre, je sais, mais il y a des choses auxquelles je n'arrive pas tout seul. Je ne peux pas le faire moi-même. C'est comme l'écharde dans son propre œil. Seuls les autres peuvent la voir. Je ne peux pas la voir moi-même. Et parce que notre système nerveux est aussi souvent blessé dans les relations, parce que des gens, peut-être même sans le vouloir, certains oui, nous ont blessés, ou parce qu'on aurait eu besoin d'une relation qui n'existait pas. Là, certaines, disons, blessures intérieures ne peuvent guérir à nouveau qu'à travers une relation. C'est pourquoi une relation thérapeutique, travailler avec quelqu'un qui t'accompagne ou participer à des retraites en groupe est très, très, très précieux. Je le vis moi-même. Je le fais aussi toujours pour moi-même, mais aussi dans nos retraites que nous organisons. Nous en faisons constamment l'expérience et tu le sais aussi. Je trouve que nous croyons souvent que nous devons faire cela seuls, notre guérison et notre développement, mais c'est une illusion. Il y a certaines choses que nous ne pouvons tout simplement pas faire seuls. Justement, non. Parce que personne ici ne dirait, s'il se casse la jambe et qu'il a ensuite une fracture compliquée, «Eh, viens, je vais le faire tout seul». Bien sûr que non, ça n'a aucun sens. Même si tu as un problème cardiaque, tu veux aller voir un expert qui maîtrise son métier. Là, c'est clair, là, c'est évident. Je pense qu'il faudra encore un peu de temps pour que cela devienne aussi évident dans le grand public, que cela s'applique aussi à nos blessures psychiques. Nous sommes justement dans une phase où cela devient de plus en plus clair, mais je pense que cela prendra encore du temps. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Travailler en tête-à-tête avec un facilitateur, avec un couple, avec un thérapeute, c'est vraiment la plus grande bénédiction qui soit. Parfois, on porte un tel fardeau pendant 10 ou 20 ans et après une séance comme celle-là, il s'est tout simplement envolé. C'est vraiment incroyable ce qu'on peut accomplir en si peu de temps. Tu viens de mentionner brièvement que tu t'entoures aussi de personnes qui, au final, renforcent cela, font remonter à la surface le bon comme le mauvais en toi. Par exemple, ces dernières années, je suis devenu assez radical dans le choix des personnes qui m'entourent. Je suis vraiment très, très sélectif à ce niveau-là. Je pense que, et je suis aussi quelqu'un qui dit que les amitiés doivent toujours faire leurs preuves à nouveau. Je ne suis pas du genre à dire: «Eh, on était ensemble à la maternelle, donc tu dois forcément m'accompagner toute ma vie». Au contraire, je veux qu'il y ait une vraie valeur ajoutée. Donc soit c'est sur le plan émotionnel, il y a une grande diversité, soit c'est financier, c'est-à-dire uniquement sur le plan professionnel. Mais si tu sors d'une conversation avec des amis ou des soi-disant amis et que tu te sens vidé après, c'est un schéma négatif. Alors je ne veux plus avoir ces personnes autour de moi, donc je préfère être seul et j'aime vraiment être seul, où je suis avec ma famille, où je suis avec ma fille. Ce sont vraiment les seuls, non? Bien sûr, on a des réunions d'affaires, mais garder des gens autour de soi, chez énormément de gens, ça fait partie d'un schéma toxique. On dit oui, mais on a grandi ensemble d'une certaine manière, ou on a partagé ceci ou cela il y a 45 ans. Je me dis toujours non, il faut toujours que ça se prouve à nouveau si on est vraiment encore sur la même longueur d'onde spirituelle. Absolument, absolument. C'est très important ce que tu dis, exactement. Et aussi, s'il y a des valeurs que nous partageons, nous n'avons pas à partager toutes les valeurs ni à être d'accord sur tout, mais si les valeurs fondamentales sont communes, c'est important. C'est la base d'une relation vivante. Pour moi, une relation vivante est toujours une relation où différents moi se réunissent pour former un nous. Chacun des deux moi reçoit plus d'énergie et plus de vitalité qu'il n'en perd. Ce qui m'a intéressé dans ton livre, c'est ton récit de l'expérience psychédélique à Barcelone.
Tu as écrit sur la dissolution de ton identité. Comment l'as-tu intégré dans ta vie quotidienne? Car c'est vraiment comme ça. On monte très haut et tout semble se dissoudre, même l'identité. Ensuite, tu es retourné à ta vie d'entrepreneur. Comment as-tu réussi à l'intégrer pour que cela ait un effet durable? Oui, exactement. Il faut le préciser. Je l'écris aussi dans, je crois que c'est le chapitre 3 ou 4, La richesse intouchable. Exactement. Dans le chapitre La richesse intouchable. Que j'ai déjà eu une expérience DMT 5 FEMO il y a environ 8 ans, je crois, au Portugal. Tu as mentionné plutôt avoir eu des expériences avec des psychédéliques. Oui, le programme complet. Donc, tu connais le DMT et le 5 FMO? C'est une substance très puissante. J'ai eu de l'iWATS et des champignons uniquement à des fins thérapeutiques ou lors de petites sessions. Je ne suis pas accro. Je ne l'ai pas pris pour partir en trip, mais j'étais toujours entouré d'experts qui m'ont accompagné tout au long du processus. Oui, c'est aussi comme ça que je te percevrais. Exactement, voilà. Et donc, ça peut vraiment être des outils extrêmement précieux si on les utilise vraiment avec des experts dans le bon cadre. Donc, pas simplement, je vais juste en prendre comme ça, mais vraiment travailler avec conscience et précaution. C'est ce que je voulais aussi dire. C'est important. Et lors de cette expérience avec le DMT, j'en ai fait une il y a 6 ou 7 ans et c'était vraiment très, très intense. Il m'a fallu longtemps pour intégrer cela. Et puis, il y a eu l'expérience à Barcelone qui a eu lieu un peu plus tard. Et là, j'avais déjà fait beaucoup de travail d'intégration depuis la première fois. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus autant de travail d'intégration à faire parce que cela avait déjà été fait auparavant. Mais si je reviens à la première session, qu'est-ce qui m'a aidé à traiter cela? Je pense que ce qui aide, c'est d'abord de tout écrire, toutes les prises de conscience qui sont là. Parfois, ce sont de toutes petites choses, comme par exemple, j'ai réalisé que je montrais beaucoup trop peu à mon père, que je l'aimais vraiment, que je l'ai pris dans mes bras, que je ne l'avais jamais embrassé. Je n'ai jamais embrassé mon père de ma vie. Incroyable, je n'ai jamais embrassé mon père. Pourquoi? Et pourquoi notre relation est-elle si froide? Donc, que je fasse aussi le premier pas et que je n'attende pas qu'il me prenne dans ses bras ou qu'il m'embrasse, mais qu'est-ce qui se passe si, la prochaine fois, c'est moi qui l'enlace et qui lui donne un baiser? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça fait? Ce n'est qu'un exemple. Ça peut être de toutes petites choses, mais si on les met en pratique, elles changent bien sûr quelque chose, elles changent directement la relation entre mon père et moi. Ou bien il peut y avoir une prise de conscience que je ne veux pas seulement m'asseoir 30 minutes le matin, mais que je veux étendre ma pratique de méditation à 1 heure. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, c'était une prise de conscience importante qui m'est venue lors de ma première session de DMT, que cette méditation a une valeur énorme pour ma vie. Parce que, comme je l'ai dit dès le début, elle permet à mes racines de plonger plus profondément dans mon essence, et cela se manifeste davantage dans ma vie quotidienne, cette connexion à l'essence. Alors j'ai mis ça en pratique et je me le suis dit très fermement avec de la discipline, je vais en faire une routine maintenant. Et je ne vais plus m'arrêter jusqu'à ce que je tienne ça pendant 1 mois et ensuite je verrai ce qui se passe. Ensuite, c'était évident pour moi. J'ai tenu 1 mois et après ça, je ne voulais même plus méditer moins longtemps. Une nouvelle habitude s'est formée et, grâce à cela, j'ai continué à pratiquer au cours des 6 dernières années. Cela a aussi eu un grand effet dans ma vie, un effet énorme. Ce sont des petites choses, mais je dois m'asseoir, je peux, je ne suis pas obligé. Passer d'une retraite directement à la suivante ou alors revenir ici sur les réseaux sociaux et détruire aussitôt la clarté que j'avais acquise. Comme du sable qui se soulève dans un lac calme quand je jette des pierres, il est donc important, après une telle retraite, de me laisser un peu d'espace, 1 ou 2 jours ou une soirée pour reprendre doucement, écrire, puis appliquer progressivement, et cela commence à s'intégrer. Alors cela commence à s'intégrer. Oui, et cette dissolution que j'ai vécue, je connaissais déjà cela grâce à mes pratiques de méditation vipassana, par exemple. Je ne sais pas, as-tu déjà fait une retraite vipassana?
As-tu déjà médité pendant 10 jours sans contact visuel, 12 heures par jour? Là aussi, tu vas très profondément, parfois aussi profondément qu'avec des substances, mais surtout quand tu combines les 2. Tu utilises ces substances comme un outil tout en ayant aussi une pratique de méditation profonde. Que tu fasses le travail intérieur, que tu intègres les 2 ensemble, c'est très, 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 très précieux. Si tu ne fais que l'un, avec les substances, tu as une belle expérience et puis c'est tout. Mais les 2 combinés, bah, c'est précieux. C'est pourquoi j'ai de tels états, qu'on appelle aussi des états de conscience transrationnelle ou des états non égoïques, où la structure du moi est comme dépassée et se fond dans quelque chose de plus élevé. C'est ainsi que je peux le décrire. Je les ai déjà effleurés doucement, mais pas avec l'intensité que m'a montré le DMT5, et c'est pourquoi j'étais déjà bien préparé. Il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent-y là sans préparation. Ensuite, quelque chose s'ouvre et après, ils sont très instables, désorientés. Ça existe aussi. Il y a aussi des exemples connus dans le monde des influenceurs. C'est pourquoi ce n'est pas un jeu et il faut vraiment être bien préparé et c'est tout aussi important que l'intégration. Donc une bonne préparation et une bonne intégration, c'est la clé de tout. Je trouve ça très fort, absolument. Je suis à 100% d'accord avec toi. L'intégration, c'est probablement 90% de la formule. Parce que quand tu es de retour dans ta vie normale, c'est là que les grands défis arrivent. Et si ton esprit est encore ailleurs à ce moment-là, parce que si tu n'as tout simplement pas pris le temps de regarder ça de plus près, de l'écrire, alors tu retombes simplement dans la routine quotidienne. Ce n'était qu'une belle expérience, mais au final, ça n'a eu aucun effet durable dans ta vie. Ce que je trouve vraiment génial chez toi, c'est que tu es champion du monde de bodybuilding. Je suis devenu champion du monde de bodybuilding naturel en 2014. Oui, en effet, ça fait déjà un moment, mais oui, c'est vraiment ce qui s'est passé. Quelle leçon dirais-tu que cette focalisation extrême sur le corps, en partie guidée par l'ego, t'apporte aujourd'hui dans ton travail spirituel? Quelles sont les choses que tu as apprises à l'époque et que tu considères encore aujourd'hui comme essentielles? Belle question. Je pense qu'en tout cas, la discipline est aussi une valeur importante. Je trouve aussi que la valeur de la discipline est un peu trop dénigrée dans les cercles spirituels. Je comprends aussi car la discipline est souvent liée à la contrainte. Je veux dire, je connais ça à cause de l'école et j'ai cru comprendre que toi aussi, tu n'as pas eu que de belles expériences à l'école. Je connais ça aussi, j'ai dû redoubler la troisième classe parce que je ne pouvais pas m'enthousiasmer pour certains sujets, comme les mathématiques, et j'étais donc très mauvais dans cette matière. Je me trouvais stupide après avoir redoublé la troisième. Puis je suis allé chez un psychologue pour enfants car j'avais du mal à rester assis, étant très hyperactif. Et ce n'est que des années plus tard que j'ai fini par comprendre que je ne suis pas du tout stupide. Mais il y a des domaines qui, quand ils m'intéressent, comme la philosophie ou la psychologie, là, je m'investis vraiment et alors ça me vient. C'est aussi facile pour moi de comprendre ces choses-là. Mais à l'époque, je ne le savais pas. C'est pourquoi à l'école, apprendre était lié à la discipline. C'est pourquoi la discipline a parfois eu une mauvaise image dans ma vie. J'ai commencé à la diaboliser. Jusqu'à ce que je me rende compte, d'abord dans le football, puis aussi dans le bodybuilding, et ça me fait du bien. Et si je peux moi-même me fixer certaines règles, par exemple, je veux aller m'entraîner 3 fois par semaine et je le fais, et je veux manger sainement, je me fixe ces principes, alors je change, mon corps change. Je remarque, je me sens plus en forme, plus fort. Ma confiance en moi s'est aussi développée parce que, comme tu l'as déjà dit, c'est un sport qui est très axé sur l'ego. Ce n'est pas mauvais, beaucoup de choses commencent ainsi. Mais si je reste accroché à ça, à un moment donné, ça risque de me limiter. Il faudra alors que je vois comment je peux avancer visuellement. Mais j'ai aussi besoin d'un ego fort pour faire bouger les choses. Mais à un moment donné, si ça reste là, le développement s'arrête. Il faut aller au-delà si ça a du sens. Oui, j'aime la transcendance. Pas toi moins l'ego, mais toi plus l'ego plus encore. L'ego est important pour s'orienter, poser des limites, persévérer, développer de la discipline et amener ton projet qui est peut-être extrêmement précieux dans le monde. Pour manifester, il me faut de la discipline pour concrétiser cela. La discipline n'est pas mauvaise, mais précieuse. Nous l'avons souvent associée à nos expériences négatives. Voilà ce que j'ai appris.
J'ai aussi appris à entrer en contact plus profondément avec moi-même. Parce que, tu sais, le bodybuilding naturel est bien sûr aussi un sport. Tu es connecté à ton corps. Tu manges alors exactement les bonnes calories dans le bon dosage. Glucides, lipides, protéines. Tu apprends vraiment à connaître ton corps et à observer ses réactions. Combien de force tu perds, combien de force il te reste, de quoi tu es capable, la volonté de persévérer. Ce sont des qualités importantes que j'ai pu acquérir. Et peut-être pour finir, ce qui m'a toujours fasciné dans le bodybuilding naturel, en plus du fait que je voulais simplement avoir l'air meilleur et plus fort, c'était aussi de cacher un peu mon insécurité intérieure. C'était comme un masque, comme une armure de protection, pour que personne ne voie qu'en réalité je crois que je suis stupide et que je ne me sens pas en confiance. C'était une sorte de compensation. Mais en même temps, j'ai aussi découvert, au cours de mon cheminement de réflexion, qu'il y avait à un moment donné quelque chose en moi qui était curieux, à savoir découvrir combien de masse musculaire je peux encore développer de façon naturelle, sans dopage, sans stéroïdes. Qu'est-ce qui est encore possible? Qu'est-ce qui est encore possible? Là, ça m'a toujours fasciné de tester cette limite. Où se trouve cette limite et est-ce qu'il y en a une? C'est comme un jeu. Mais j'ai remarqué qu'à un moment donné, en 2016, quand j'ai participé à mes dernières compétitions à Miami, à Los Angeles, tout était aussi documenté sur YouTube à l'époque. Je me suis fait connaître grâce au contenu sur le fitness dans tout l'univers des réseaux sociaux. Mais j'ai ensuite remarqué que ça ne me passionnait plus autant et que ça ne me fascinait plus. Et je ne dis pas ça de façon péjorative, mais à un moment donné, j'ai trouvé ça un peu trop réducteur de ne m'occuper que de ça. J'ai aussi remarqué que ça me limitait si je m'identifiais trop à mon corps. Cela arrive quand le corps change, vieillit ou que je n'ai pas envie de m'entraîner autant. Parfois, je me sentais vraiment mal quand je sautais simplement une séance d'entraînement, quand je la laissais de côté. Je me disais alors, maintenant, je vais perdre tous mes muscles. C'est fou. J'étais vraiment prisonnier de ça. Me détacher de cela, je l'ai aussi appris. Mais cette curiosité était intéressante. Que puis-je encore faire? Qu'est-ce qui reste possible? Elle s'est ensuite tournée vers l'intérieur, à observer, intéressant si je m'explore moi-même, qu'est-ce que je peux percevoir? Jusqu'à quelle profondeur puis-je aller? Y a-t-il un fond? Y a-t-il un fond? Cela m'a inspiré à rester assis plus longtemps. Chaque année, 10 jours dans le silence. J'ai passé 7 jours dans une retraite dans l'obscurité, sans manger. J'ai passé un mois en Inde à méditer assis. Maintenant, je pars 5 semaines dans l'Himalaya cet été, en juillet et août, simplement parce que je trouve cela très, très fascinant de voir à quel point on peut aller profondément dans sa propre essence et dans le silence, et comment cela change aussi la vie. Et cela veut dire qu'il y a aussi une attraction. La curiosité, c'est comme ça que je l'appelle, une force de curiosité qui s'est détournée de combien de masse musculaire puis-je encore développer et qui s'est tournée vers l'intérieur, vers qu'y a-t-il encore à découvrir et que se passe-t-il lorsque ce que je découvre de plus en plus entre dans ma conscience quotidienne. Quand cela vient davantage ici, quand cela change de plus en plus ma perception, j'ai fait l'expérience que plus nous sommes connectés à cela, plus la vie paraît vivante, fluide, paisible et colorée. Je ne peux parler que pour moi, mais la plus grande valeur dans ma vie, c'est cela, car ça change tout, notamment ma relation avec ma femme. Ça change la façon dont j'agis dans mon travail. Ça change la façon dont je marche dans la forêt, la façon dont je mange quelque chose, la façon dont je suis ici avec toi. C'est tout simplement très étonnant. C'est aussi très étonnant. La vie est un mystère. C'est vraiment un grand mystère. Et explorer cela plus en profondeur est passionnant. Ça se poursuit tout au long du trajet. Là, je suis vraiment entièrement d'accord avec toi. Et oui, tu viens d'utiliser le magnifique terme train de la curiosité. C'est exactement cet élixir de vie. Ça garde jeune. C'est la vitalité dont tu parlais tout à l'heure. Et l'alternative, c'est cette combinaison intégrale dont tu as aussi parlé tout à l'heure. C'est nul de se balader avec une combinaison intégrale. Alors autant être un peu plus présent et vraiment percevoir la vie telle qu'elle est.
La vie est le plus grand cadeau. Le fait que toi et moi soyons vraiment assis ici en ce moment, c'est une chance sur 400 milliards. Il faut s'imaginer ça. Tu sais ce que ça représente, une chance sur 400 milliards? C'est 2300 fois le gros lot au loto. Et si tu gagnes ne serait-ce qu'une seule fois, tu crois que le monde va se mettre à tes pieds. Donc c'est vraiment un miracle absolu. Si ton père décide d'une façon ou d'une autre de ne pas rentrer à la maison, ou mon père, ou peu importe, alors ce serait simplement quelqu'un d'autre. Alors ce serait Patricia qui serait née, ou bien Simone, ou simplement une autre version, un autre ADN, une autre structure. La vie est vraiment le plus grand des cadeaux. Accepter cela comme un cadeau d'une certaine manière, l'embrasser avec toutes ces zones d'ombre, la croissance, la présence, mon Dieu. Et ça passe aussi en un éclair, ça passe vraiment en un éclair. Je ne veux pas Mmh. vivre constamment protégé, ce n'est vraiment pas une belle situation. Ouais, tu exprimes exactement ce que je ressens. Ça me rappelle aussi ma session de DMT parce qu'on en a parlé avant. Une chose que j'ai retenue aussi pour l'intégration, c'est la suivante, parce que c'était vraiment une expérience de mort imminente. Comme nous le savons, des personnes qui vivent une véritable expérience de mort imminente parce qu'elles tombent de 10 mètres ou qu'il leur arrive autre chose. Et qui vivent ensuite une expérience DMT5, c'est une expérience très très similaire. L'expérience était simplement celle-ci. Quand tu comprends finalement, je crois qu'il y a chez nous tous un moment où l'on réalise vraiment, OK, c'est fini maintenant, je dois passer par là, maintenant je dois tout lâcher. Nous essayons alors, pour parler métaphoriquement, nous nageons dans cette rivière et nous essayons encore de nous accrocher d'une manière ou d'une autre à la berge. Oui, à une racine peut-être. Et ces racines, dit pour moi, c'était les personnes que j'aimais le plus. Elles sont venues en dernier. Il y avait encore une fois ma femme, ma famille, où j'ai alors ressenti, d'accord, si je m'accroche encore à ça, il y aura beaucoup de douleur, je devrais continuer à souffrir, continuer à me battre. D'accord, j'ai compris. Je laisse partir ça maintenant. Boum. Et puis c'est parti. Boum. Quand tout s'est recomposé et que je suis réapparu, ou que le monde en moi est réapparu, appelle ça comme tu veux, j'ai alors fait l'expérience que la vie est vraiment comme un clin d'œil. Ça fait boum et c'est tout. Tu connais cette sensation quand tu te lèves le matin et que tu as rêvé et tu te dis encore, OK, quel rêve de fou. Tu vas te brosser les dents et le rêve était boum. Parti. Je soupçonne fortement que ce sera pareil avec notre vie. Toute la vie nous semblera n'être qu'un battement de cils. C'est tout. Donc toutes nos inquiétudes, nos peurs, tout ça, paf, disparu. C'est tout. Donc ça a aussi changé quelque chose en moi. Me dire, OK, je suis vraiment ici maintenant. Tout va bien, du calme, tout doucement. Laisse tout ce qui est l'avenir. Tout vient, tout repart. Je peux me battre contre tout ça. Cela crée plus de douleur et de souffrance. Laisse-moi embrasser toute l'existence et dire oui à ce miracle, parce que c'est un mystère. C'est un mystère incroyable là où nous sommes arrivés. C'est incroyable là où nous avons été entraînés, Simon, dans cette vie. Allez, c'est le plus grand des voyages. C'est déjà le plus grand des voyages. Je veux dire, on file à 30 kilomètres par seconde. 30 kilomètres, c'est ça, sur cette planète bleue. Et imagine, bah, la Lune tombe en fait tout le temps sur notre Terre, mais comme la Terre continue aussi de tomber, c'est comme ça que ça se passe. On vole là-dedans, dans cet espace, tu vois? Et si tu me demandes, c'est quand même dingue, non? Oui, carrément. J'ai justement un truc précis. J'ai déjà fait le calcul. Combien de temps dure vraiment notre vie comparé à toute l'histoire de l'humanité? C'est un souffle. C'était 0,008 secondes le temps réel passé sur Terre, ce boom que tu décris, puis on disparaît déjà si on prend du recul. Cette finitude dans la vie me marque. Quand quelqu'un décède autour de moi, je dois prendre un moment pour réaliser, waouh, la mort est vraiment notre plus grand maître. Je n'ai pas peur de la mort, mais vis simplement les choses qui sommeillent en toi. Vis enfin ta seconde naissance et vas-y, fais quelque chose, surprends-toi toi-même.
Nous nous surprenons beaucoup trop rarement dans cette vie parce que nous sommes tout simplement trop rigides et coincés dans nos structures. Et fais simplement quelque chose qui sort peut-être de ta zone de confort. Ça ne peut pas être que tu fasses toujours les mêmes choses que tu as faites ces dernières années. C'est pour ça que la zone de confort te semble aussi confortable parce que tu répètes toujours la même chose de façon répétitive. Alors essaye simplement de faire quelque chose de différent. Je pense que c'est tout. C'est là que cette vitalité revient. Une fois reconnecté à elle, tu es relié à la divinité et au flow. Et alors, ça ne peut être que positif à nouveau. Patrick, je pourrais continuer à parler avec toi pendant des heures. Y a-t-il 3 recommandations d'action très concrètes pour conclure, à donner à nos spectateurs afin de retrouver un peu plus de clarté dans ce monde très chaotique, agité et fragmenté? Oui, alors regarde, connecte-toi avec les gens, avec la communauté. Je sais que tu as une grande communauté, c'est super si tu es ici. Connecte-toi avec Simon, si tu ressens une résonance avec Simon, ou avec d'autres personnes qui ont des communautés. C'est tellement important en ce moment, avoir un réseau et des personnes avec qui tu peux vraiment échanger, oui, pas seulement en ligne aussi, mais peut-être aussi rencontrer ces personnes, voir s'il existe aussi des espaces de communauté numérique qui se rencontrent dans la vraie vie. C'est vraiment, 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 vraiment important. Et ensuite, en fait, je l'ai déjà dit plusieurs fois aujourd'hui, je cultiverai vraiment une forme de méditation dans ma vie, même si ce n'est que 10 minutes assis en silence le matin. La plupart des gens se connectent d'abord à leur téléphone au lieu de se connecter à eux-mêmes. Je veux dire, c'est évident, je n'ai pas besoin d'en dire plus, mais ceci ici est une arme. C'est aussi une arme de propagande. Si je n'apprends pas à l'utiliser consciemment, parce que logiquement, il faut aussi qu'on sache s'en servir, car si tu veux apporter quelque chose au monde, il y a des gens qui seront là. Si tu veux que les gens découvrent ton travail, il est logique d'être présent ici aussi, comme toi avec ton podcast sur Instagram ou LinkedIn ou peu importe, d'être sur ces plateformes. Je dois sensibiliser à cela. Bien gérer cela est essentiel. 10 minutes le matin, 15 minutes de silence avant toute connexion. C'est vraiment important. Et puis, en fait, aller plus souvent dans la nature. Aller plus souvent dans la nature. La nature est tellement guérisseuse. Tu sais, fais un câlin à un arbre. La plupart des gens rient quand tu fais un câlin à un arbre comme ça. Mais fais-le encore une fois. Fais-le pendant 5 minutes. Fais-le pendant 5 minutes. Va dans la forêt, enlace un arbre, embrasse l'arbre. Ressens l'écorce sur ta peau. Allonge-toi un moment dans l'herbe. Va dans les montagnes si tu en as la possibilité, ou simplement dans la forêt noire ou au bord d'un lac. C'est tellement, tellement, tellement important. Nous devons retourner à la nature. Toute cette technologie nous déracine et elle nous enlève nos liens. J'espère, et c'est aussi ce que j'écris dans mon livre, que nous trouverons un moyen d'utiliser cette technologie à notre avantage, et non pas que ce soit elle qui nous utilise. Alors je pense qu'il y a là un grand potentiel, mais il faut aussi une prise de conscience sur la façon dont nous l'utilisons. Absolument. J'ai aussi un chiffre à ce sujet. 180 fois par jour, nous attrapons inconsciemment notre téléphone. Il faut s'imaginer ça. C'est un dictateur numérique. Cela fait 4 heures par jour. Cela représente 6 semaines de vacances par an en plus. Si tu prends simplement conscience de cela et que tu ne touches ton téléphone que 100 fois, voire seulement 50 fois par jour, c'est incroyable. À chaque fois que tu prends ton téléphone, tu es complètement sorti de la tâche que tu étais en train de faire. Il te faut ensuite 20 à 30 minutes pour revenir à ta tâche initiale. En plus, tu es encore bombardé. Un système nerveux guidé par la peur, comme tu l'as bien dit. Donc, trouver une manière de réguler tout ça, réussir à gérer ça d'une manière ou d'une autre, prendre conscience que c'est mauvais, prendre conscience que le téléphone est un outil, mais qu'il ne peut pas déterminer ta vie. Je pense que c'est vraiment, vraiment important pour avoir au final un peu de liberté mentale. D'un coup, tu récupères 2 ou 3 heures par jour. Utilise ces 2 ou 3 heures pour retrouver la nature, méditer, mieux gérer tes finances. Ta vie semblera aussitôt transformée. Tu peux l'appliquer tout de suite gratuitement. Exactement, ça ne coûte vraiment rien. Tu l'as dit, il suffit juste de le faire. Mettons ça en place. Tiens bon pendant un mois, change un peu tes habitudes et ta vie sera déjà différente. Parce qu'en changeant tes habitudes, tu modifies aussi une partie de ton identité. Et en changeant ton identité, ta vie change aussi. Très fort. Où peut-on trouver le livre? Il suffit de taper sur Amazon ou sur Google Rich Buddha.
Bien sûr, ça me fait plaisir quand des gens ressentent une résonance, lisent le livre et me donnent ensuite un retour, parce que je crois vraiment que ce livre a un impact sur la perception. En fait, il déplace la perception de la richesse et fait en sorte, au final, que nous créions plus de richesse intérieure et extérieure, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde. Et que nous vivions aussi à partir d'une richesse intérieure. C'est important, c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je nous souhaite à tous. Il existe des outils et des options. Nous devons simplement persévérer. Persévérer avec beaucoup d'amour pour ce qui est important pour nous dans la vie. Patrick, je souhaite le meilleur à toi et ta famille. On mettra le lien en bas. Prends soin de toi. À très bientôt. Merci Simon pour l'opportunité d'être ici. Merci.